Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour la première des deux vidéos avant match. Stuttgart PSG mercredi à 21 h, match de la qualification et ensuite grosse semaine puisque si on passe, il y aura le tirage au sort vendredi des barrages bien sûr. Tout ça c'est sous réserve d'une bonne prestation mercredi, victoire, nul et il y a aussi un scénario où en perdant on reste quand même qualifié. L'objectif est de prendre les 3 points, de s'imposer et de continuer la dynamique enclenchée contre Salzbourg et Manchester City, terminer notre phase de championnat beaucoup mieux qu'on ne l'a commencé. Deux équipes assez similaires qui vont s'affronter, à savoir gros volume d'occasion pour marquer, besoin de beaucoup de tirs. Donc il y a un monde où il y a un vieux 0-0 avec une tonne d'occasions loupées. Après, on a quand même une armada offensive assez développée, les titulaires et aussi les remplaçants. Chez eux, il y a quelques absents, on y reviendra dans la vidéo de demain. Aujourd'hui, on va revenir un petit peu sur le match contre Reims ce week-end, pas trop longtemps parce qu'il n'y a pas grand-chose à en dire. Et on fera aussi un petit point mercato parce que le dossier Skriniar, on attend le dénouement du côté de Fenerbahçe Istanbul. Voilà. Malgré le match nul donc contre Reims samedi soir à la maison 1 partout, le week-end a été bon en Ligue 1 puisqu'on prend 10 points d'avance sur Marseille, 11 si on inclut la différence de but, puisqu'ils ont perdu à Nice hier avec un brassier absolument catastrophique. 3e match sans victoire pour eux, pour une équipe qui à chaque fois la semaine complète pour préparer leur rencontre. C'est vraiment pas fameux. Et à ce rythme-là, il y a un monde où le 16 mars, à savoir le Classico au Parc, est le match du titre. Après, bon, c'est peut-être un peu tôt, mais je vis vraiment pour ce scénario-là. Bref, donc on a nos 10-11 points selon la perspective que vous prenez. Désormais, on se tourne donc vers ce déplacement à Stuttgart. Luis Enrique n'a pas donné de repos aux joueurs. Dimanche, entraînement au campus. Après, les titulaires de la veille devaient sûrement rester en salle. Aujourd'hui, pareil. Et demain, donc, on s'envole, normalement, fin de matinée, pour l'Allemagne. Et 17h10, conférence de presse de Luis Enrique avec un joueur qui n'est pas encore connu. On rappelle que lorsque tu te présentes en conf 24 heures avant le match, ça veut pas dire que tu seras titulaire. Il y avait une légende urbaine ces dernières années là-dessus. La semaine dernière, Dembélé s'est présenté en conf et le lendemain, il n'était pas sur le terrain. Et à 18h, donc, entraînement sur le terrain du stade dans lequel on jouera mercredi dans une grosse ambiance, un gros stade avec une sacrée capacité et une ambiance allemande, donc ça va être compliqué bien sûr. Il faudra pas se faire dépasser par les événements. Bon, la première question que je voulais aborder quand même, c'est qui pour remplacer Nuno Mendes, suspendu bêtement avec cette accumulation de cartons jaunes, accusé mercredi contre Manchester City. Bon, contre Reims, il a encore fait un match qu'il nous fait d'habitude. Première mi-temps, 3e centrale, deuxième mi-temps beaucoup plus haut, sans forcément être offensivement tranchant, présent. Difficilement trouvable. Des tentatives de centre qui ne débouchaient sur pas grand-chose la plupart du temps. Quand il se décalait long de ligne pour essayer de faire des différences un peu tout seul, ça passait pas beaucoup. Donc encore un match plutôt moyen chez Nuno Mendes. Le candidat naturel, bon, je pense que c'est Lucas Hernandez. Alors, pas chez les supporters, mais aux yeux de Luis Enrique, voilà, on l'a beaucoup vu depuis son retour des ligaments. C'est un leader, il parle beaucoup, il place, il dirige sa défense tout au long du match. Et samedi, il sort assez tôt. Il était titulaire, rappelez-vous. Bon, un match où il n'y a pas d'erreur manifeste, où tu le sens pas trop dépassé, à part sur la fin de première mi-temps. D'ailleurs, à ce moment-là, il prend un carton jaune pour un tacle en retard. Et du coup, ça te fait dire que plus le match avance, plus il manque de rythme. Et aussi, quand tes adversaires te mettent des vagues devant ta surface, c'est plus compliqué pour lui. Or, c'est ce qui nous attend à Stuttgart, normalement. Donc, bon, pour tout ça, c'est un peu... ça pose quelques questions, surtout que là, on parle d'un poste de... Enfin, latéral gauche, 3e central, parce que, voilà, il serait 3e central pour que Hakimi joue très haut. Mais, plus de 1 contre 1 quand même, que lorsque tu es dans l'axe de la défense à 3, sachant que Lucas Hernandez a un gros déficit au démarrage de vitesse, de vivacité, d'explosivité, même si bien sûr son appétence pour le duel est toujours très appréciable. Il y a d'autres solutions qui existent. Mettre un milieu,
Fabian Ruiz, Vitinha, mais surtout celui qui te vient instinctivement, c'est João Neves, celui qui a le plus joué, Monaco en décembre, dès le match à Nice, début octobre, deuxième mi-temps, il y est, Toulouse en novembre. Ce week-end, il est même pas entré, il était sur le banc, repos total pour lui. Est-ce que, alors bon, déjà il sera titulaire, voilà, et je pense qu'on n'a pas attendu le fait qu'il rentre pas samedi pour dire que son match contre Manchester City lui donne ce statut. Après, si tu le fais pas rentrer, c'est pour le préserver parce que mercredi, t'attends sûrement de sa part une grosse activité. Or, le poste de latéral gauche, bon, c'est pas forcément là où tu te démènes le plus. Donc ça m'interroge un petit peu. Puis surtout, après son match contre City, tu peux pas le reléguer à ce poste-là, qui est quand même très ingrat pour les milieux de terrain. Warren à droite, samedi, c'est quand même difficile. Alors, il est dans le rôle d'Hakimi assez haut en première mi-temps, mais il peine à se connecter avec ses partenaires, il fait assez peu de différence. Et en deuxième, quand il est troisième central, problème d'alignement, d'entente avec Beraldo sur le but encaissé, mais aussi sur d'autres actions. Donc c'est vrai que là-dessus, il y a une vraie urgence. Enfin, en fait, le truc, c'est que quand tu recrutes Kvaratskhelia au poste de Barcola, pour moi, tu peux au moins au poste de Nuno viser un big recrutement. Genre un Théo Hernandez, tu vois. Après, le poste d'Hakimi, c'est compliqué parce que Hakimi me semble être le joueur vraiment le moins touchable, en fait, dans cette équipe. Le plus indiscutable. On l'a vu, son absence samedi encore fait peser sur l'animation offensive. Beaucoup moins de courses. Il est vraiment... ouais, je pense que je réfléchis et... à l'échelle de la saison, à son poste, oui, c'est celui qui est le moins dérangé. Après, s'il se pète, là, par contre, c'est l'hécatombe, parce que t'as personne derrière. Et du coup, ton équipe, je pense, prend un coup collectivement. Alors, t'as la solution Beraldo aussi, pour revenir sur Nuno Mendes, rappelez-vous. L'année dernière, il avait été préféré à Lucas Hernandez sur le match aller contre la Real Sociedad. Mais c'était pour des raisons disciplinaires de ce qui était sorti dans la presse. Et on l'a vu samedi, donc axial droit, avec quelques difficultés pour gérer les contres, notamment sur le but où il est impliqué. Après, c'est vrai qu'il a 2 joueurs à gérer en pleine surface, donc c'est difficile de savoir sur lequel tu vas. Il est aussi pris sur le 1 contre 1 Nakamura-Donnarumma, où Donnarumma fait l'étoile de mer en première mi-temps. C'est lui qui se fait prendre dans la profondeur. Bon, après à la relance, il t'apporte. Ça, c'est vrai qu'il est vraiment bon. Je pense, enfin, à mes yeux, il y a quand même une discussion entre Beraldo et Lucas pour ce poste de troisième central gauche. Je pense quand même que Beraldo mériterait d'être un peu plus dans les débats. Après, c'est complètement subjectif et je pense pas que pour Luis Enrique, ce soit le cas. Je pense que Lucas sera titulaire. Luis Enrique l'adore. Même contre City, il le fait rentrer, fin de match. Ouais, depuis son retour de blessure, il a joué tous les matchs. Donc bon, après, si j'avais à innover, ce serait peut-être tester Pacho, troisième central gauche, et Lucas dans l'axe, parce que Pacho est bien plus rapide et dans les 1 contre 1 qu'il serait amené à jouer, pourrait apporter, je pense, plus de sécurité que Lucas Hernandez. Après, on verra, mais c'est quand même difficile de deviner la compo qui sera alignée mercredi au vu de celle qu'il a été samedi, en fait. Parce que je sais pas trop ce qui a été travaillé en mettant des gars, enfin, le côté gauche, typiquement. Lee Kangin, Kvaratskhelia, Nuno Mendes, je pense qu'il n'y en a aucun des 3 qui est titulaire. Enfin, Lee, son match samedi, s'il est titulaire mercredi, je comprendrais pas trop, parce que Désiré Doué est quand même loin devant lui pour moi. Alors, dans les commentaires du débrief, j'ai eu plein de commentaires que j'avais avec Neymar, parce que les 2 joueurs sont assez similaires. C'est Désiré Doué qui imite Neymar, et bien sûr, il n'a pas son niveau ni son talent intrinsèque, mais en gros, les critiques, il garde trop son ballon, il fait la touche de trop. Je peux les entendre. La principale critique que j'émettrais perso, c'est le manque de repli parfois. Quand tu es relayeur, il y a un gros travail à faire sur les efforts défensifs. Il faut te mettre au diapason dès la perte de balle, Désiré Doué. Après, franchement, il a de la personnalité. Il prend une frappe en première mi-temps. Il met Ramos dans une position quasi de but sur une superbe incursion dans la surface adverse. Enfin, moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup et surtout, il court énormément. Désiré Doué, ça ne se voit pas, mais il est à 12-13 km par match.
Donc c'est quand même pas rien. On est vraiment sur... J'avais peur qu'en fait, tu vois, y a les cracks qui sortent comme ça, là, qui sont talentueux, qui ont un pied exceptionnel, que tu vois éclore à 16-17 ans, tu te dis, waouh, ils vont aller super haut. Et au final, tu te rends compte que le foot moderne, c'est pas que avoir un pied. C'est aussi faire les efforts défensifs, lever la tête beaucoup plus qu'avant parce que bah t'es pressé et tout ça, il faut prendre l'information beaucoup plus. C'est ce que j'ai reproché pas mal de fois à Ryan Cherki, voilà par exemple. Mais là, Désiré Doué, on a quand même un joueur qui est moderne dans cette dimension-là en fait. Il court énormément. Ce genre de créatif un peu numéro 10, à l'ancienne, il faisait moins les efforts. Là, le mec, voilà, il est là. Physiquement, en plus, il résiste au duel. Il est super tanké. Alors après, peut-être qu'il en pâtit sur l'explosivité, la capacité quand il est arrêté à partir en dribble 1 contre 1. Et bien sûr, il y a quand même le défaut aussi, par moment, hein, de s'enfermer dans des séries de dribbles qui sont un peu chiantes. Mais c'est quand même... Enfin, moi, je suis très enthousiaste à l'idée de titulariser Désiré Doué relayeur. Mercredi après... Je le vois pas trop parce que je pense qu'on va retrouver le côté Dembélé-Hakimi. Et ce serait un sacré parti pris que de mettre Désiré Doué avec les deux là, qui se projettent et tout ça. Je pense que Warren, quand les deux sont titulaires, a sa place parce que c'est le compensateur. Et côté gauche, bah, je pense qu'il y aura Joao Neves. Et Vitinha numéro 6, bon, on verra, ce sera le sujet de demain. Mais c'est vrai que c'est très difficile de deviner un petit peu qu'est-ce qui va se faire en termes de 11 chez Luis Enrique. Parlons de Vitinha un peu, qui est rentré donc samedi à la place de Lee Kang-in, qui a encore fait un match très mièvre. Pas de grande influence. Et même en deuxième mi-temps, donc comme d'habitude, il disparaît. Hein. En première mi-temps, à la limite, tu le vois un petit peu, même s'il fait aucune différence. En seconde, tu le vois plus du tout. Et même, il perd des ballons. Alors ça, c'est un des derniers trucs qu'on lui reprochait. C'est vrai qu'il est chiant, parce que il va pas chercher le dribble, la provocation, la prise de risque. Mais, en retour, il va pas perdre le ballon. Et bien là, il t'a perdu quelques ballons axiaux samedi, qui étaient un peu préoccupants. Voilà, donc ce qui n'est pas habituel chez lui. C'est ce que j'ai noté. Et donc Vitinha qui est rentré relayeur gauche à sa place. Pas numéro 6. Parce que à l'échelle de sa saison, je pense que quand on analyse Vitinha et que du coup on fait quand même le constat qu'il est un joueur moins influent, moins leader technique que l'année dernière, bon, il faut prendre en compte le fait que quand t'es 6, t'es sûrement bridé, t'as des consignes peut-être restrictives, tu vois. L'année dernière, bon, il était relayeur gauche. Alors il tapinait pour Mbappé, mais quand il avait le ballon, il était plus haut. Et l'idée, c'était vraiment de faire des différences. Il pouvait prendre plus de risques que là, plus bas sur le terrain. Or, samedi soir, il n'était pas 6. Il était relayeur et il y a eu assez peu de différence. Alors, il y a une image qui a tourné sur les réseaux où Vara lui met et lui demande pour un 1-2 dans la profondeur. Et Vitinha ne la met pas, s'oriente tout de suite latéralement pour faire une passe qui ne fait pas progresser le jeu. Bon, ça, c'est le genre d'action un peu isolée parce que son entrée n'est pas forcément mauvaise. Oui, il n'y a pas forcément de grande différence. Mais il t'apporte quand même un peu d'énergie, un peu de punch dans la circulation du ballon. Après, tout ça est à nuancer parce que c'était Ruiz qui en était chargé jusque-là. Et vu comment il l'a fait, Ruiz, samedi, son match, c'est quand même compliqué. Hein. Le mec joue tous les matchs. Et il est invisible. C'est vrai que j'ai revu en fait le match contre Reims. Et j'arrivais pas à me faire d'avis initialement sur Ruiz. Et j'ai compris pourquoi. C'est parce qu'on ne le voit pas. Il touche très peu de ballons. Il est introuvable, toujours derrière un adversaire. Il était 6. Il aurait pu être un peu la plaque tournante, faire vivre le ballon et tout ça. Il n'en a rien été. Donc c'est vrai que le match a été assez décevant. Après, bon, mercredi, je pense qu'il sera quand même titulaire. Mais donc, c'est pas compliqué pour Vitinha de mettre un petit peu d'énergie dans ce milieu amorphe. Par contre, Ruiz qui termine le match sur le côté droit, j'ai pas trop compris l'idée chez Luis Enrique. En parlant de côté droit, Barcola, il était initialement sur son entrée. Et j'ai trouvé que c'était moins instinctif que sur d'autres entrées en jeu. Hein, on cite souvent son match contre le Barça à l'aller, qu'on perd 3-2, où il fait beaucoup d'appels en profondeur. Globalement, il est plus à l'aise, je trouve, pour prendre la profondeur côté droit. Mais même contre Espali en Coupe de France, voilà, il fait les appels et il se crée des grosses occasions comme ça. Là, c'était un peu moins instinctif. Alors, bien sûr, je peux pas prendre la profondeur contre un bus, voilà, qui était Reims, mais quand il est passé côté gauche,
t'as vu qu'il a plus de repères, plus de différence ballon au pied, des occasions. Donc voilà, je sais pas trop qu'est-ce qu'on peut retenir de ça. Moi par contre, je me suis fait une réflexion sur Kvaratskhelia et Luis Enrique qui parlait en conférence de presse qu'il pouvait jouer dans l'axe, dans un rôle de faux neuf, parce qu'il le fait du côté de la Géorgie avec Mikotadze. J'y crois pas beaucoup en fait, parce que quand je vois le match de Kvaratskhelia, je me dis quand il va avoir du rythme, quand il va passer les 1 contre 1, en fait c'est le seul avec Dembélé qui le fait. Barcola c'est compliqué, bon Lee Doué aussi quand même, faut le souligner. Lui voilà, les courses intérieures, ce qu'il propose en tant qu'ailier, personne ne le propose. Alors que ce qu'il peut proposer dans l'axe en faux neuf, bon, je pense que les autres peuvent le faire. Et c'est vrai qu'en fait, plus le temps passe, plus je peine à me projeter sur Kvara faux neuf. Voilà. Peut-être qu'à terme, bon après, c'est compliqué parce que tout ça, ça veut rien dire. À l'échelle d'un match, tout le monde change, demi-espace, et d'ailleurs, il finit le match dans l'axe. Mais c'est vrai que je le vois s'installer côté gauche, le Géorgien. Exceptionnel d'ailleurs l'anecdote de Barcola sur son numéro 29. Il a expliqué pourquoi il le portait. C'est parce que quand il était jeune, il jouait au mode histoire de FIFA avec Alex Hunter, qui a donc le numéro 29, et du coup il s'était dit, quand je serai pro, j'aurai ce numéro. Bon voilà, et du coup il veut pas le lâcher pour ça. Enfin, je suis partagé entre l'anecdote me fait rire, et vraiment cette histoire est naze en fait. C'est nul, genre le truc Alex Hunter, mais c'est drôle. C'est drôle. Par contre, il peut pas le faire en équipe de France parce que les numéros ne vont pas jusque-là. Il avait le 25 quand il est arrivé. Là, il a le 20. Mais ça va pas jusqu'à 29. Enfin, ça va jusqu'à 25, 26 en fonction du nombre de joueurs que Deschamps convoque en fait. Donc voilà. Et en plus, pour les gardiens, il y a le numéro 30 et numéro 30 et numéro 7. Bref. Passons au mercato. Très calme depuis l'arrivée de Kvaratskhelia. Skriniar, alors on l'a vu la semaine dernière dans l'avion pour Fenerbahçe, ils avaient communiqué officiellement dessus, ils posent avec un maillot et tout ça, sûrement pour dire aux supporters, bah il arrive, venez à l'aéroport pour faire des images sympas. Au final, on n'a rien vu de tout ça, il s'est rien passé. Visiblement, la visite médicale a été un succès, elle est faite, et donc ils attendent que le PSG enlève donc un prêt. On rappelle qu'on a un quota de 6 joueurs maximum à prêter à l'étranger. On l'avait rempli et donc on pouvait pas prêter Kolo Muani à la Juve. On a été obligé de rompre le contrat de Juan Bernat. Juan Bernat qui était prêté en Espagne, Villarreal si je dis pas de bêtises. Alors, je veux pas m'avancer, on n'a pas eu d'infos là-dessus. Mais je pense qu'on a payé les salaires de Bernat pour rompre le contrat. Enfin, il allait pas nous faire cadeau des salaires qui restaient. Et en plus, initialement, la prolongation, c'était 2025. Donc, en gros, 6 mois de contrat à payer. Mais il y a eu des échos ces dernières années, comme quoi il y avait la fameuse option que tout le monde a, le plus 1, qui est activable par le joueur. Le club peut pas s'y opposer. Et visiblement, Bernat l'avait activé et du coup, c'était 2026, donc 1 an et demi de salaire. Et si c'est le cas, c'est un beau billet qu'on lui a donné. Le mec, il a eu 10 à 12 millions qui sont tombés comme ça sur son compte en banque. Parce qu'on rappelle que la prolongue, après les croisés, enfin pendant les croisés, c'est même pire encore, il était sur le lit d'hôpital. C'est à 8 millions 6, la prolongue. Donc c'est voilà. Bon, dans tous les cas, retenons les premiers mois, les premières années de Bernat, les buts en Ligue des Champions, certains au Panthéon du PSG, et façon à la deuxième partie où il était complètement en perdition, les blessures, les matchs compliqués où il tirait la langue très rapidement. C'est un joueur qui, lorsqu'il est arrivé, 5 millions du Bayern, a apporté tout de suite voilà une sûreté technique et un abattage, les petits centres en retrait premier poteau, on s'en souviendra, et sa capacité à être dangereux là dans l'angle de la surface. Je voulais chercher le terme parce que je l'ai pas trouvé dans une dernière vidéo là, et je l'ai pas fait. Enfin, cet angle de la surface le long de la ligne de corner, il a mis des buts, il en a mis des buts ici. Enfin, Naples, Leipzig, Manchester, le 3-1, c'est lui, je crois, qui met le but anecdotique. Mais voilà, bon, retenons tout ça plutôt que la fin. Et donc, pour débloquer Skriniar, il y a plusieurs pistes. Cherhendour, qui est actuellement à Beşiktaş. On voudrait le vendre parce qu'il y a des clubs italiens, la Fiorentina, je crois, qui s'y intéressent. Mais on est gourmand. On demande 8 millions et 40% à la revente.
bon, je pense qu'on pourrait peut-être se calmer. Le gamin, on l'a jamais vu, quoi. Autant 40 millions à la revente, on peut les demander, mais dans ce cas-là, transfère-le à moins de 5 millions. Ne t'embête pas, parce qu'on a déjà fait ça avec Danilo, en demandant 10 millions au club européen, et au final, date butoir dépassée, on l'envoie pour 5 en Arabie Saoudite. Donc, sur Cher-N'Dour, bon, j'espère qu'on sera conciliant. Après, il y a une autre solution qui a été évoquée par l'équipe, c'est que Renato Sanchez, donc qui est prêté au Benfica, est blessé, ça étonne personne, et du coup, bah, on peut casser le prêt, et quitte à ce qu'il se soigne, autant qu'il le fasse à Paris, qu'il profite du campus, et du coup, le garder les 6 mois à l'infirmerie. En plus, ça donnerait du travail, puisqu'on gère tellement bien les temps de jeu et les organismes des uns et des autres, qu'on n'a pas de blessés. Hein. On rappelle qu'on se présente à Stuttgart avec, bah, s'il y a Ibrahim Mbaye. Mais je sais même, mais Ibrahim Mbaye, c'est même pas avec les pros qui se blessent. Donc c'est vraiment très très positif cette gestion du staff médical et physique. Voilà. Donc on attend cette fameuse règle. Bon, j'avoue que quand j'ai vu ça, enfin quand j'ai vu que le deal Colomani bloquait pour ça, je me suis dit bon, du côté du PSG, enfin j'ai repensé à l'interview de Luis Campos qui se plaint en 2022 des ventes d'Antero Henrique, alors que bah il est pas bien meilleur, quoi, si ce n'est pire. Bref, c'est l'hôpital qui se fout de la charité, tout simplement. Sur Skriniar, par contre, j'ai eu peur aussi quand j'ai vu qu'il était papa. Hein, mercredi, pas de la semaine dernière, celle d'avant. En même temps que Beraldo, il a eu un nouveau-né, et donc je me suis dit, le garçon va pas vouloir déménager. Hein. Quand le gamin il est encore à la maternité, tu vas pas aller à l'autre bout de l'Europe, quoi. Et au final, il a décidé d'aller à Istanbul. Et donc, ils attendent. Donc là, ça doit être une situation un peu inconfortable pour eux. Mais du coup, c'est plutôt cool. Parce que vraiment, hein, quand j'ai vu le morveux, je me suis dit, il va rester les 6 mois restants. Mais bon, c'est plutôt pas mal. 4 millions, je crois, il va prendre sur les 6 mois. Donc ça, c'est cool. Alors, se pose une question avec ce départ de Skriniar. Alors, qui a joué, mais pas beaucoup, hein, sur la première partie de saison. Mais qui était plutôt bon. Des matchs en bois, en Ligue 1. Mais il les a fait. Et il n'y a pas d'erreur notable. Il était plutôt bon. Donc, va-t-on recruter à ce poste? Parce qu'il y a un impératif numérique. Suppléer Marquinhos qui se blesse de plus en plus, qui est un peu vieillissant. Et qualitatif. Parce que Marquinhos n'est pas éternel. Il va falloir penser à son remplaçant. Et je pense que si on veut faire les choses bien, il faut le recruter en même temps que Marquinhos, qu'il fasse au moins une saison en commun, pour que voilà les deux alternent et que la transition se fasse assez tranquillement, sobrement. Les échos ne vont pas dans le sens d'un recrutement hein, ces derniers temps. Visiblement, le PSG ne veut pas trop s'activer sur cette fin de mercato. À savoir qu'il ne se termine pas vendredi 31, mais le 3 février, hein, donc lundi prochain à minuit. Ça laisse encore le week-end en fait. Donc ça peut potentiellement laisser place à des surprises. Ce week-end, on a eu des rumeurs du côté de Liverpool concernant Ibrahima Konaté, que j'adore. Voilà, c'est vraiment... Enfin, il n'y a que les blessures qui me stoppent. Pour le reste, je suis 100% pour. Mais vraiment, c'est un top mondial. Et en plus, il a souvent dit que il avait Paris dans les gènes, qu'il adore la ville, que c'est un Parisien. Après, ils disent tout ça. Hein. Ils disent tout ça et c'est pas pour autant qu'ils reviennent. Kingsley Coman, typiquement, ça fait 10 ans qu'il le dit. Au final, on l'attend toujours. Hein, et pourtant, on lui a fait des propositions. Hein. Mais cet été, c'est finalement nous, je pense, qui l'avons refusé, je crois. Bref. Donc, Ibrahima Konaté, je sais pas trop à quel point c'est une rumeur pour se négocier un nouveau contrat, parce que Liverpool, c'est la meilleure équipe du monde. Hein. Ils sont premiers en Ligue des Champions, meilleur championnat du monde. Ils jouent aux côtés de Virgil van Dijk. Enfin, vraiment, c'est une équipe extraordinaire. Et le garçon, 25 ans, 26 en mai, peut-être qu'il... Enfin, c'est sûr, il veut négocier le plus gros contrat de sa carrière. Après, est-ce que c'est du côté de Liverpool ou est-ce que ça passe par le PSG en se disant le Qatar va me rincer? Je sais pas. Mais dans tous les cas, moi, je suis... Enfin, il y en a qui m'opposeraient que Pacho ne serait pas complémentaire de Konaté. Dans le sens où on aurait deux profils de stoppers qui sont rapides, qui décrochent souvent de l'alignement et vont chasser assez haut. Bon, c'est vrai que Konaté est dans ce registre-là parce qu'il a à côté de lui Van Dijk, qui est pas Pacho, un défenseur plus dans la couverture anticipation. Et donc, ça lui fait une sécurité. Mais il n'a pas joué que avec Van Dijk dans sa carrière, Konaté. Hein. Il y a plein d'autres contextes dans lesquels il a su briller, à commencer par l'équipe de France.
Et je pense qu'il faut pas le voir comme un stopper dans l'absolu, hein, parce que il y a une certaine qualité déjà de vitesse, d'anticipation, de placement chez lui qui sont pas à sous-estimer. À la limite, si j'avais un petit bémol, ce serait peut-être la relance, hein. Peut-être la relance, parce que du coup, on aurait deux défenseurs. Alors certes, il y a une proportion à aller vers l'avant chez Konaté, et c'est difficile. Enfin, on se dit forcément que là, en première ligue, c'est super intense, il y a des pressings de dingue, les matchs sont très ouverts, ça va vite, donc il y a une proportion à faire des erreurs qui est beaucoup plus grande, alors que dans le PSG de Luis Enrique, on a la possession, voilà, c'est très tranquille. En plus, bon, en général, ils jouent à la baballe, les défenseurs, donc on se dit, forcément, il serait meilleur au PSG qu'à Liverpool dans ce registre. Mais je pense quand même qu'il doit progresser dans ce registre, tout comme Pacho, hein. Tout comme Pacho, c'est vrai que Pacho, c'est dommage. C'est dommage qu'on ne le voit pas prendre plus de passes tranchantes qui vont chercher des joueurs entraînés et tout ça. Parce que je continue à croire qu'il y a un axe de progression et qu'il va finir par le prendre, en fait. Après, à quel point Luis Enrique bride son triangle défenseur centraux numéro 6, ça, c'est toute la question. Je fais partie des gens qui ont quand même du mal à imaginer un entraîneur dire à ses joueurs « Ne prends pas de risques, fais des passes latérales, et jouer à la baballe ». Ça me paraît quand même un peu... Enfin, ça me paraîtrait un peu fort de café. Après, voilà. Pacho, je pense, peut progresser dans ce domaine-là. Mais en tout cas, une charnière Konaté-Pacho, pour moi, c'est complémentaire, ça marcherait, et ce serait du top niveau. Konaté, c'est, voilà, recrutement top mondial. Après, faut sortir le chéquier, c'est vrai. Mais... Et en plus, force de l'âge, 25 ans, 26 en mai, c'est quand même encore jeune, hein. Je rappelle quand même qu'il y a beaucoup de défenseurs qui sortent très tôt, qui ont 18-19 ans et qui du coup font des erreurs. Moi, je pense que le plein potentiel d'un défenseur, c'est à partir de 23-24 ans, tu vois. Tous les Yoro, les Kusanov ce week-end contre Chelsea, par exemple. Tous ces jeunes défenseurs qui percent très tôt, bon, ils font des erreurs et ensuite, ils arrivent à maturité, à 24 ans et tout ça. Konaté, on passerait pas par cette étape. Donc, ce serait tout bénef. Bref, bonne soirée à tous. N'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et donc, on se retrouve demain pour l'avant-match vraiment où on parlera de la compo, de l'adversaire et tout ça. Et puis ensuite, bah, mercredi, il n'y a plus qu'à. Hein. Allez, ciao les amis et allez parier avant tout.